Je m'appelle Yannick, j'habite en Chine depuis 10 ans et dans le Yunnan depuis 1 an et demi, dans la belle ville de Kunming, la ville du printemps éternel. Et là c'est mon fils Lucas. Tu as quel âge Lucas? 3 quoi? 3 ans. 3 ans, oui. Et là c'est Hugo qui a 6 ans. Ils vont tous les deux à l'école à Kunming. Hugo fait pas l'andouille. Voilà, on aime beaucoup ici. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Il y a plein de mouettes qui viennent de Sibérie juste pour passer l'hiver ici. Hugo, c'est malin ça, hein? Située dans le sud-ouest de la Chine, la province du Yunnan est frontalière du Vietnam, du Laos et de la Birmanie. Elle se distingue par une grande diversité ethnique et culturelle. À part les Chinois Han, pas moins de 25 ethnies minoritaires vivent sur cette terre dont la superficie est plus importante que celle de l'Allemagne. Les climats y sont très contrastés, du tempéré au tropical. La province est couverte à 59% de forêts. Elle est connue comme le paradis de la faune et de la flore. Dans les forêts du sud-ouest de la province, la Keria laka, une cochenille qui ne paie pas de mine, fait le bonheur de centaines de milliers de foyers. La résine naturelle issue de la sécrétion de ces insectes est une importante ressource forestière pour l'économie locale. Ces petits insectes s'installent sur les troncs des arbres et leur partie buccale perce et suce la sève des arbres. Ils grandissent et commencent à sécréter une résine. Une fois adultes, les femelles de la cochenille sécrètent une grande quantité de résine. Elles finissent par être enveloppées dans leur propre sécrétion. Quand les branches sont couvertes de résine, elles sont prêtes à être récoltées. Après transformation, cette résine devient de la gomme laque, appelée aussi shellac. Comestible et 100% naturelle, la shellac trouve ses applications aujourd'hui dans de nombreux domaines, notamment les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et de la finition du bois. Elle est utilisée comme cire sur les bonbons et les pilules et sur les fruits pour préserver leur fraîcheur. Tout près de Kunming, le chef-lieu de la province du Yunnan, se trouve une joint venture spécialisée dans la production de shellac. Le jeune français Yannick Bénichou y travaille en tant que directeur général. Dans le magasin de l'entreprise sont empilés des sacs de matières premières. Comme pour les autres produits forestiers, son prix est relativement instable. On stocke environ 1 an de production, puisque c'est une matière dont le prix fluctue très fortement en fonction des récoltes, de la température qui fait dans le Yunnan, en Chine et en Inde. Donc on a quasiment 1 an de stock ici, c'est-à-dire environ 500 tonnes de cette matière première qu'on appelle la seedlac, qui se présente sous une forme de grains de couleur violette ou marron. Dans cette usine, ces grains qui constituent la matière première sont aspirés par un tuyau dans le bâtiment principal de production avant de subir le premier procédé d'opération, la dissolution. Une petite visite guidée avec Yannick. Notre procédé est à la fois très simple et très sensible à toutes les légères variations de température, d'humidité de l'air. C'est pour ça qu'on a des employés très qualifiés qui font ça pour la plupart depuis 20 ans. La première étape consiste à dissoudre notre matière première dans un bain d'eau et de soude. Et en ces conditions basiques, ça va donner ce qu'on appelle le liquide rouge. C'est très rouge parce que notre matière première contient beaucoup de colorants naturels, rouge-violet. On appelle ça donc la solution rouge, première étape de notre procédé. Après le blanchiment, l'avant-dernière étape. On récupère notre matière sous forme solide, notre shellac. On la lave avec beaucoup d'eau, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'eau ensuite à retraiter. Et là, on obtient cette shellac qui est déjà de bonne qualité, mais qui contient encore beaucoup d'eau. La dernière étape, ce sera de sécher cette shellac blanchie. Il faut qu'on arrive à 2-3% d'eau. Le séchage se fait en 2 étapes. Une première étape, c'est de centrifuger. On envoie la shellac dans une centrifugeuse et elle sort sous forme de gros morceaux. Voilà, ça c'est ce qui sort et ça contient environ 30% d'eau. 30% d'eau. Donc ça c'est la première étape de séchage, c'est la centrifugation. Une fois qu'on a fait ça, on va broyer cette shellac en la mettant dans les broyeurs qui sont ici. Et la shellac qui sera donc
sous forme de poudre plus fine. La shellac qui sera sous forme de poudre plus fine est encore très humide, avec 30% d'humidité. Cette shellac-là, on va la mettre dans des fours, dans des gros fours, pour la faire sécher pendant 2 jours. 2 jours, mais à très basse température, parce que ça ne supporte pas la chaleur. Alors, je vais vous montrer un four. Un four, c'est comme ça. Alors, c'est un peu bruyant, hein, je suis désolé. On fait sécher la shellac dans ces fours, sur ces plateaux. Sur ces plateaux, notre shellac sèche pendant 48 heures, voilà. Et tous les jours, il faut la remuer un petit peu pour pas que ça fasse des morceaux. Mais globalement, elle sèche tranquillement pendant 2 jours consécutifs. Les produits finis doivent être conservés entre 6 et 8 degrés Celsius. Ça peut se conserver 1 à 2 ans. C'est un produit qui est très sensible à la température, donc dès qu'il fait chaud, le produit va être périmé, va être détruit. Donc du coup, depuis l'entrepôt jusqu'à l'entrepôt de notre client, ça reste dans une chambre froide. C'est envoyé par conteneur réfrigéré, par bateau en général, par conteneur de 20 tonnes, et on respecte la chaîne du froid du début à la fin. Yannick Bénichou vient de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Élève brillant, il a eu son bac à 16 ans et a fait ses études à l'école polytechnique de Paris. Marié à une chinoise et père de 2 enfants, il vit en Chine depuis des années. Pour lui, vivre à Kunming est un choix idéal. Mais il y a moins d'opportunités de travail pour les expatriés comme lui que dans les grandes métropoles chinoises. Le problème à Kunming, c'est qu'il y a très peu de travail pour les étrangers. Il y a très peu d'entreprises étrangères, il y a peu d'investissements français en particulier, mais même d'autres pays. De ce point de vue-là, le Yunnan est une province qui est très en retard par rapport aux autres grandes provinces de la Chine. Et un jour, un chasseur de têtes m'a téléphoné pour me dire « Est-ce que tu voudrais travailler dans le Yunnan? On a une position, une offre pour toi, un boulot qui te conviendrait parfaitement. » Et je lui ai dit « Laissez-moi un instant, je vais en discuter avec ma femme pour voir si elle a envie de partir ou non, puisqu'on était installé à Shanghai. » Et tout de suite, moi j'étais très content bien sûr, et mon épouse a été également emballée, elle était ravie. Donc j'ai dit oui, j'ai commencé l'entretien et 1 semaine plus tard, j'avais une offre de travail pour venir à Kunming. L'un des atouts de Yannick par rapport aux autres candidats à ce poste de directeur général était sans doute sa maîtrise de la langue chinoise. En effet, il parle couramment le chinois et communique sans problème avec ses collègues chinois. C'est 2笔费用。严格的说是3笔，还包括那个用电，因为它要通电。哦 ，OK， 通电。就是在码头上的堆存费，如果冷柜的话，就是普通的柜之外，还有一个用插电的费用。 Il a une grande attente à notre égard. Il est strict et rigoureux. Quand on fait un travail, il veut voir vite les résultats. L'approche du travail qu'il veut, c'est d'être simple, franc et prompt dans le travail. La capacité de production annuelle de l'entreprise est de 600 tonnes. Et une partie importante de ces produits est destinée à l'exportation. Monsieur Yao est un proche collaborateur chinois de Yannick. Ensemble, ils assument le bon fonctionnement de l'entreprise. En gestion, il a apporté beaucoup de nouvelles idées. Les méthodes de gestion sont plus nombreuses qu'avant. En ce qui concerne la clientèle, il a fait beaucoup de travail. En Europe, notamment au Royaume-Uni, il a développé pas mal de clients. Il a eu des résultats concrets. Dans le travail, parfois on a des divergences de vues, mais on discute, chacun donne ses points de vue et on essaie de trouver une solution. Moi, mon point fort, c'est d'être un Français avec une culture scientifique forte, puisque je suis diplômé d'école d'ingénieur en France et que j'ai fait également de la physique en Chine, mais que je m'adapte très facilement à un nouveau métier, à une nouvelle industrie, et j'ai un bon relationnel avec les gens. Et bien sûr, en Chine, je maîtrise très bien la langue chinoise et je connais bien la culture chinoise. Et voilà, tout ça, c'est cet aspect culturel, linguistique, d'adaptation, adaptabilité, qui est vraiment mon point fort et ce qui me plaît.
La ville de Kunming est connue pour son climat qui n'est ni trop chaud en été ni trop froid en hiver. Avec une population de plus de 6 millions d'habitants, la ville connaît un développement rapide ces dernières années. Il y a 20 ans, quand nous nous sommes installés ici, notre usine était entourée de champs. Mais avec l'urbanisation croissante de la ville de Kunming et des villes aux alentours, dont An Ning, nous sommes maintenant entourés par des habitations, des complexes résidentiels. Donc bien sûr, pour des raisons d'urbanisme faciles à comprendre, le gouvernement nous a demandé de déménager et nous avons trouvé notre nouveau site grâce à notre partenaire local qui est ici et nous allons bientôt commencer la construction. J'aime vraiment en fait pouvoir parler des nouvelles langues parce qu'on découvre des nouvelles cultures, des nouveaux pays. Nous avons chacun une grande curiosité et une admiration pour la culture de l'autre. Les Français qui vivent à Kunming sont peu nombreux, seulement une dizaine de personnes. Yannick a un autre rôle, qui est celui de conseiller au commerce extérieur de la France, un travail bénévole qui consiste à favoriser le commerce extérieur de la France, mais aussi à donner des conseils aux Français à l'étranger qui veulent monter leurs propres projets. Aujourd'hui, lui et deux autres conseillers se réunissent pour un couple franco-chinois qui envisage de créer une agence de trek dans le Yunnan. Le gros de la clientèle chinoise, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. On pense avec notre expérience qu'on a une certaine valeur ajoutée à apporter à ces entrepreneurs pour les aider à structurer leur travail, à les aider à réfléchir, à prendre des décisions, de manière à ce que leurs affaires fonctionnent mieux en Chine. Voilà. Je vous fais confiance à ce que je connais en tout cas. Pour la clientèle occidentale, j'aurais tendance à dire que c'est très vrai sur la clientèle française en général. Pour Mathieu, ce jeune entrepreneur français qui vit dans le Yunnan, cette réunion de soutien est bien utile. C'est vraiment un plus de pouvoir avoir l'apport des conseillers donc de la mission économique. Ils ont eu leurs propres expériences, ils ont monté des sociétés en Chine, plusieurs pour certains, et non, c'est une certitude que leur expertise va pouvoir m'apporter un plus. En Chine, on compte une centaine de conseillers au commerce extérieur comme Yannick. Je considère que j'ai beaucoup reçu de mon pays, la France. L'éducation gratuite en particulier. Et évidemment, tout ce que la culture française m'a apporté. Et comme j'ai beaucoup reçu de mon pays, même si j'habite à l'étranger, donc je paye mes taxes en Chine et pas en France, bien sûr, je souhaite quand même pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de la France. Et pour cette raison, travailler en tant que conseiller au commerce extérieur de la France, c'est une manière d'aider la France. Yannick a des facilités pour les langues. À part le chinois qu'il maîtrise déjà très bien, il apprend aussi d'autres langues. Une fois par semaine, quand il a le temps, il se rend chez une japonaise pour un cours privé. J'aime vraiment en fait pouvoir parler des nouvelles langues parce qu'on découvre des nouvelles cultures, des nouveaux pays et on est capable de parler avec des gens d'origine très différentes. Donc pour l'instant j'apprends l'espagnol et le japonais, mais j'ai une liste ensuite d'autres langues à apprendre. Mais là je pense que ce sera pour plus tard. Yannick a été le premier étudiant français de l'école polytechnique à venir faire ses études à Tsinghua, une des plus prestigieuses universités chinoises. Donc j'ai fait 2 ans d'études, un master en physique, en énergie nucléaire même, à l'université Tsinghua à Pékin.
Et j'étais là-bas de 2006 à 2008. Et je me suis fait beaucoup d'amis avec lesquels je suis toujours ami maintenant. Et chaque fois, même maintenant, chaque fois que je reviens à Pékin, à Shanghai, à Chengdu, à Shenzhen, on fait des réunions avec notre classe d'anciens élèves de Tsinghua. C'était une expérience vraiment très bonne, une immersion totale, puisque j'étais le seul étranger de toute la classe de 60 élèves à suivre des cours de physique, mathématiques, mécanique des fluides, informatique, en chinois. Il n'y avait personne d'autre dans mon département, on était juste quelques Français en même temps dans l'université. Les Français sont très courageux d'ailleurs sur ce point de vue-là, je pense que c'est bien de le noter. Et c'était des cours entièrement en chinois, puis j'ai fait ma recherche ensuite, puisqu'en Chine, tous les masters sont des masters de recherche. 1 an de cours, puis 1 an de recherche. Et j'ai eu le temps, puisque j'étais étudiant, de beaucoup voyager. Donc beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, beaucoup d'amis faits à Pékin, puis ensuite ailleurs en Chine. C'était vraiment une expérience extraordinaire. La femme de Yannick, Lina, travaille comme enseignante de chinois dans un collège. Elle a été aussi la prof de chinois de Yannick quand il suivait un stage linguistique dans la capitale chinoise. Le couple a fêté ses 10 ans de mariage. Pour Lina, si la différence culturelle entre eux est très évidente, le conflit culturel ne l'est pas. Il y a des différences culturelles. Les différences sont nombreuses. Mais qu'il y ait conflit ou non, ça dépend de la tolérance et de la compréhension de chacun d'entre nous. Je pense que mon mari et moi, nous avons une curiosité et une envie de découverte vis-à-vis des différentes cultures du monde. Nous avons chacun une grande curiosité et une admiration pour la culture de l'autre. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais nous nous respectons. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne l'accepte pas. Ça ne veut pas dire que je vais l'exclure, que j'adopte une attitude hostile à son égard. Nous devons respecter les différentes cultures qui existent. Aujourd'hui, le couple emmène ses enfants dans une école de calligraphie chinoise. Lina pense qu'il est temps pour son fils aîné Hugo de commencer à apprendre la calligraphie. Le dos bien droit, relaxe tes épaules. Fais comme la dame te dit. Alors que Hugo apprend tant bien que mal les rudiments de la calligraphie, Yannick profite de ce temps pour faire des exercices de japonais. Yannick aime beaucoup voyager. Grâce à un cadre de travail flexible, il organise souvent des voyages avec des membres de la famille ou des amis. Cette fois-ci, nos amis chinois et sa mère vont le rejoindre pour une excursion de 9 jours. Yufei est une amie de la famille de longue date. Pour elle, Yannick est un gendre idéal. Il est très compétent. Il est aussi doué pour les langues. Nous n'avons aucun problème pour nous comprendre. Il est grand, beau, il est très intelligent. Sa conduite est irréprochable. J'ai plaisanté avec ce couple. Yannick, j'aimerais que tu deviennes mon gendre dans une prochaine vie. Lina m'a dit, s'il devient ton gendre, je serai ta fille. La première fois que je suis parti en vacances tout seul avec les enfants, c'était avec mon fils aîné, Hugo. On est partis juste tous les deux pendant 8 jours dans le Sichuanbana. À l'époque, on habitait à Handan, dans le Hebei. Et on est juste partis tous les deux en plein hiver avec mon sac à dos. Il était dans le sac à dos. Et la poussette, et les couches, et la nourriture pour les bébés. Il avait juste 1 an et 1 mois. Et on a fait un voyage de sevrage.
C'est-à-dire qu'avant le voyage, il tétait le sein de sa maman 1, 2 ou 3 fois par jour. Et après avoir passé 8 jours avec moi tout seul dans les montagnes, à faire de la randonnée, à découvrir, eh ben, il ne tétait plus le sein. Donc c'était un voyage, comme je dis souvent, avant ce voyage, je savais faire le papa. Et avec ce voyage, j'ai appris à faire la maman. Un ami de Shanghai vient d'arriver. Non. C'est sûr? C'est vrai, mes enfants, je les ai poussés à travailler. Donc ils ont tous fait d'ailleurs de belles études. À 700 km de Kunming, non loin de la frontière avec la Birmanie, se trouve l'ancien village de Rechun, 6 fois centenaire. Rechun est un véritable musée vivant. Il est connu comme la pierre fossile de l'architecture traditionnelle chinoise. Sur plus de 1000 maisons typiques en bois, on recense plus de 100 qui datent de la dynastie des Qing entre le XVIIe siècle et le début du XXe. Les ruelles pavées serpentent entre les maisons traditionnelles dans une harmonie parfaite. Françoise, la mère de Yannick, rejoint le groupe. Elle vient de Toulouse en France. Il s'agit de son 12e voyage en Chine. Non loin du charmant village de Rechun se trouvent les sources thermales de la mer chaude. Est-ce que tu sens l'odeur, Hugo? L'odeur spéciale. C'est l'odeur des sources chaudes naturelles, c'est du soufre. Si ce site était bien mis en valeur, il serait bien mieux que les sources chaudes de Hakone au Japon. Il accepte bien la culture chinoise. La première fois que l'on buvait de l'alcool Baijiu, il m'a demandé « Pourquoi tu me sers un verre aussi plein ?» Je lui ai dit « En Chine, nous avons un dicton. Pour le thé, on sert à 7 dixièmes. Pour un bol de riz, 8 dixièmes. Et pour le Baijiu, c'est 10 dixièmes. Ce n'est qu'en te servant à rabord que j'exprime mon appréciation envers toi. » Je pense qu'il n'y a pas de différence culturelle entre nous, que ce soit en Chine ou dans différents pays. C'est seulement l'éducation et la famille qui font un homme. Nous ne devons pas juger une personne d'après son lieu d'origine. Les gars, regarde, 1, 2, 3. On va faire cuire les œufs, viens voir là, regarde. Attention, pas trop près, c'est chaud. Venez voir. C'est là qu'on fait cuire les œufs? Attends, alors surtout, ne touche pas par terre, parce que par terre, c'est très chaud. C'est la vapeur, c'est vraiment la vapeur. C'est de l'eau brûlante, oui, attention, hein. Regardez, un grand chapeau. Oh, 这个地很热吗？特别热，特别烫，特别。你到这儿。Retour à l'auberge. Yannick profite d'un moment pour faire un appel vidéo avec son père qui se trouve en France. Demain tu vas au ski, c'est bien. Tu vas où? Entre l'hôtel qui fait un film parce qu'il Regarde les petites. on boit dans des petites tasses toutes petites. Et ici on est dans une cour intérieure. Il est magnifique. Tu vois, avec le cadre comme ça. Françoise, la mère de Yannick, est fière de son fils. Et pour le chinois, par exemple, quand il s'est mis à fond. Et en moins de 2 ans, il parlait vraiment très bien le chinois. Quand il se passionne,
Il ne fait pas les choses superficiellement. Et donc il s'était passionné pour cette langue, comme pour d'autres choses, mais par exemple pour le chinois, il a appris vraiment très très vite. Et on travaillait dur à la campagne pour gagner sa vie. Et donc je lui ai inculqué le sens du travail. Donc c'est vrai, mes enfants, je les ai poussés à travailler. Donc ils ont tous fait d'ailleurs de belles études. Le Tigre, ça fait partie de Shangri-La? Oui, mais on ne sera pas dans la ville de Shangri-La. C'est bien aperçu de la province. C'est du thé de pu'er. C'est un thé très connu, un thé chinois qui est très connu à l'étranger aussi. Bon, qu'est-ce que tu penses de la coiffure de Lucas? J'étais un peu surprise. C'est la première fois que je le vois comme ça. Oui, parce que c'est notre amie chinoise qui l'a amené. Et qui lui a fait une coupe de tête de champignon. D'accord, mais je crois que c'est à la mode parce que dans la rue, j'ai vu d'autres petits avec cette coiffure. Oui, mais en France, c'est un peu bizarre quand même. En France, oui, ça nous aurait un peu étonné. On aurait bien tenté de la récupérer, malheureusement, comme c'est coupé sur les ras sur les côtés, je crois qu'on ne peut rien faire, les cas. Grave, ça va pousser, hein? Qui a une tête comme un champignon? Moi. Oui. Depuis son premier voyage découverte en Chine en 2005, ça fait un bon moment que Yannick vit en Chine. Il constate les changements que ce pays a connus depuis. Tu vois, Baoshan, on est ici à Tangchong, c'est pas sur la carte, mais c'est en 2014, 610 000. Mais ça grossit pas tellement. Maintenant, on fait tout avec le téléphone, on paye partout, les magasins, on discute sur WeChat, on fait du business avec nos clients, nos fournisseurs. Tout est par le téléphone, alors qu'avant c'était pas du tout possible. Et l'autre c'est les transports. Quand je suis arrivé à Pékin, il y avait juste 3 lignes de métro. La ligne 1, la ligne 2 et la ligne 13. Alors ça va parce qu'à Tsinghua, il y avait la ligne 13, la station Wudaokou. Maintenant il y a, je sais pas, 15, 20 lignes à Pékin. À Shanghai c'est pareil, il y a plein de lignes de métro, des aéroports qui ont ouvert et surtout le TGV. Quand je suis arrivé en Chine la première fois, il n'y avait pas de TGV. Maintenant, il y a des lignes de TGV partout et il vient même d'arriver à Kunming il y a juste 6 mois. Donc ces deux changements, c'est vraiment Internet et la téléphonie mobile et les transports qui sont tellement plus pratiques maintenant qu'il y a 10 ans ou encore il y a 20 ans ou 30 ans. Je pense qu'on va rester encore quelques années ici puisque mes enfants sont jeunes, ils ont 3 et 6 ans. On a du temps pour profiter de la vie avec eux, de les voir grandir, de les accompagner à l'école. Donc c'est un endroit tout à fait adapté pour rester encore plusieurs années. Alors bien sûr, dans le cadre de mon travail, j'aurai probablement d'autres responsabilités, soit en Chine, soit en Asie, ou peut-être même ailleurs. Mais si c'est possible, j'aimerais bien continuer à habiter ici, tout en ayant un travail avec des responsabilités élargies par rapport à ce que je fais maintenant, pour continuer à apprendre des choses tout au long de ma vie.